Peu importe ce que je faisais, il pouvait m'insulter. Tous les prétextes étaient bons en fait. Peu importe la raison, même s'il n'y en avait aucune, c'était toujours... Même quand il m'insultait puis que je pleurais, c'était un prétexte pour m'insulter. Quand j'allais rapporter un truc qui m'était arrivé, bah, c'était toujours un prétexte parce que j'étais une balance. Enfin, des choses comme ça. Ils ont accepté de briser le silence, de laisser une trace de leur souffrance. Ruben, Aurélie et Nicolas ne se connaissent pas, mais ils possèdent un point commun. Ils sont, ou ont été, les boucs émissaires de leur classe. C'est vraiment très dur à vivre, parce qu'on se sent vraiment exclu, rejeté, pas aimé, puis surtout inutile. Je pense que le plus dur, c'est le côté injustice. Le fait qu'on ne comprenne pas pourquoi ça nous arrive à nous et pourquoi c'était moi la cible, pourquoi c'était pas quelqu'un d'autre. Sur ce tableau, Matteo, 13 ans, aurait sans doute écrit « Sale roue » ou « Va brûler en enfer ». Mais il n'est plus là pour témoigner. Après de longues années de discrimination et de harcèlement, il s'est donné la mort le 8 février 2013. L'école, la découverte du monde et de la vie en groupe, 8 heures par jour. Une cohabitation qui peut rapidement se révéler problématique. Nicolas, 18 ans aujourd'hui, revient sur les lieux de ses premiers tourments. Cet établissement primaire à Aunay, dans le canton de Genève. Il y a un fort passé dans cette école et puis il y a beaucoup de moments de tristesse, de solitude, de douleur, des moments de joie aussi, mais c'est vrai que ça me fait toujours un peu de mal de revenir là et de voir certains endroits qui ont pu être difficiles pour moi. Bon élève, sensible, un peu différent des autres garçons de la classe, Nicolas a 8 ans lorsqu'il est pris pour cible. Ça a commencé avec quelques insultes, quelques blagues par rapport à ma manière d'être, ma manière d'avoir des manières, si je peux dire, d'être un peu efféminé. Alors ça va, c'est quelques blagues, mais ça s'intensifie de plus en plus. Ils ont commencé à me prendre mes affaires, ils ont commencé à justement me bousculer sur les chemins, à toujours être derrière moi, un petit peu comme une ombre, si on veut. Et après, ils ont été plus violents. Ça a été des coups un petit peu plus forts parce que ça les faisait rigoler, je pense. Le problème se corse lorsque toute la classe se range du côté des harceleurs. Il devient alors le paria, le mec pas cool. L'exclusion se prolonge des mois, puis des années. Nicolas ne dit rien, à personne. « 3 ans de silence, de souffrance dissimulée et une confiance en soi qui s'effrite. » Pour moi, c'est violent de dire à une personne « t'es qu'une merde, je vois pas ce que tu fais sur cette terre » ou ce genre de choses. À force de s'accumuler, on l'intègre et on le ressent comme ça. On se pose réellement la question « qu'est-ce que je fais là ?» Donc tu t'es posé cette question? Oui, on se demande, enfin... Pourquoi? Enfin, s'il me le demande, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être que... Enfin... Peut-être qu'en fait, je sers à rien. J'ai rien à faire ici. Pour Aurélie aussi, tout a commencé très tôt. Et la maman de cette jeune Montésane a vite remarqué que quelque chose clochait. J'ai vu ma fille que je connaissais pétillante, sautillante, tout à coup s'éteindre petit à petit. C'est ça qui était choquant pour moi, c'est qu'elle allait à l'école en traînant les pieds, elle voulait plus y aller. Le regard était de plus en plus bas entre le départ de la maison jusqu'à l'école. Elle regardait le bitume et ses pieds, c'est tout. Bonjour. Après, c'est en creusant, de lui demander qu'est-ce qui se passe, pour savoir à quel niveau ça se passait mal, c'est là que j'ai commencé à comprendre
que c'était répétitif, que c'était tous les jours, que c'était pendant la récré, que c'était avant l'école, à la sortie de l'école, qu'on la poursuivait, qu'on l'insultait, qu'on la frappait. Et c'est là que j'ai commencé à croire que c'était grave. Aurélie a toujours eu des bons résultats. Elle aime lire, apprendre, et n'hésite pas à remettre à leur place les cancres et les perturbateurs. Autant dire qu'elle s'est rapidement vue étiqueter intello, ce qui, chez les enfants, est loin d'être un compliment. À l'âge de 8 ans, 2-3 caïds du préau la désignent comme bouc émissaire. Tout s'emballe alors très vite. Il y avait, facilement 3/4 de la classe qui était contre moi, vers la fin de la 3e. Pourquoi? Je sais pas, moi ce que je comprends là-dedans, c'est qu'ils suivent les gens qui trouvent plus intéressant. Soit ils ont peur d'eux, donc ils préfèrent les suivre plutôt que prendre le risque de se faire insulter, soit ils les admirent, donc ils les suivent, ce genre de choses, je pense. Et puis il y a plein de gens qui ont fini par les suivre, et finalement, c'était un énorme groupe dans tout le collège. Le pire, c'est surtout quand il y a certaines de ses amies qui nous trahissent parce qu'ils ont envie de les suivre. Du jour au lendemain, ils se mettent à nous insulter comme les autres. Alors ça, c'était le pire. Par exemple, ta meilleure amie à l'époque, c'était ça? Mes 2 meilleures amies. Elles ont fait quoi? Elles ont décidé de faire partie du groupe, et du jour au lendemain, elles m'ont détesté. Mais quand tu pleurais devant eux, par exemple? Ils se moquaient de moi, parce que j'étais une gamine qui pleurait tout le temps. C'est ce qu'ils disaient. Donc ça les faisait pas arrêter? Non, au contraire. Tous les prétextes étaient bons. Ça qui fait peur, c'est le fait que je souffre devant eux, ça les satisfaisait encore plus. Ce que moi j'ai ressenti là-dedans, c'est de me dire, je suis obligée d'emmener mon enfant à l'école, mais en même temps je sais que je l'amène vers une souffrance de toute la journée. Parce que y a un groupe d'enfants qui a décidé de la choisir comme bouc émissaire, je dois l'amener tous les jours dans cette situation, et je suis impuissante pour échanger quoi que ce soit. Bien au-delà des chamailleries, le harcèlement désigne des agressions répétées qui s'inscrivent dans la durée. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas un agresseur unique, mais un groupe harceleur. La Suisse romande commence à prendre la mesure du phénomène, car les chiffres font froid dans le dos. Selon des études vaudoises, genevoises et valaisannes, 5 à 10% des jeunes sont victimes de harcèlement durant leur scolarité. En clair, un enfant par classe au minimum. Aucun harceleur n'a accepté de répondre à nos questions. En revanche, dans ce cycle de Colombey-Murat, plusieurs élèves, souvent témoins passifs du phénomène, nous aident à essayer de comprendre les motivations des meneurs. Ceux qui harcèlent, c'est ceux qui trouvent les autres un peu moches, ou bien qui s'habillent pas bien, ou bien qu'il a des cheveux bizarres, ou bien... par exemple les cheveux d'une autre couleur, ou bien voilà. Donc plutôt sur l'apparence? Ouais, surtout. Est-ce que tu penses qu'il y a la personne qui harcèle, à ton avis, elle le fait pourquoi? Je sais pas. Souvent c'est pour un peu frimer devant ses amis, pour montrer qu'on est le plus fort, faire l'intéressant. Comme ça, on rabaisse les gens, et puis pour nous, ça nous surélève au-dessus des autres personnes. Et puis après, on se sent mieux. Pourquoi on se sent mieux? Parce qu'on se sent plus fort. Les personnes qui le font, ils montrent qu'ils peuvent rabaisser des gens. Donc ils croient que ça va les augmenter. Il y en a qui rient, donc du coup les autres aussi veulent rire. Puis ils suivent. Parce qu'il y en a un qui fait, après il y en a d'autres qui font aussi. Puis ça dégénère. Un autre cycle d'orientation, à Confignon, dans le canton de Genève. C'est la pause midi, l'occasion de rencontrer Ruben, 14 ans,
qui depuis plusieurs années essuie des moqueries répétées. Salut Ruben. Comment ça s'est passé ce matin? Malheureusement mal, comme d'habitude, les injures, sur le physique surtout. C'est-à-dire? Ça reste sur des sales gros, des insultes sur le physique. Donc dur. Ruben est harcelé moralement à cause de son poids. Mais il ne se laisse pas faire. Il correspond à ce que les spécialistes appellent une victime agressive. En d'autres termes, lorsque la marmite est pleine, il a tendance à exploser. Il faut dire que ses camarades semblent plutôt habiles lorsqu'il s'agit de l'insulter. Des sales gros, des gros cons, des fils de pute, des gros comme une baleine. En même temps, ils faisaient un peu ça discrètement, c'est-à-dire genre, quand ils voulaient me donner une insulte, ils attendaient que le prof soit retourné et qu'ils n'écoutent pas, ils me donnaient l'insulte. Moi je réagis tout de suite, en réinsultant ou autre, et du coup c'est moi qui me fais punir. C'est surtout l'injustice qui est vraiment très dure à accepter. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on est coupable de quelque chose qu'on n'est pas à 100% coupable, entre guillemets, c'est très dur parce qu'on se dit qu'on a vraiment une double punition. Parce que déjà, nous, on est entre guillemets punis. Puis l'élève qui nous a embêtés, lui, il a rien du tout. C'est ça qui est, en plus, c'est vraiment une double punition. Et puis surtout, la douleur qu'on ressent, parce que les insultes, c'est souvent plus douloureux que les coups de poing. Puis c'est vraiment la douleur tous les jours, tous les jours. Que fait l'école? Comment est-ce possible que des élèves souffrent à ce point, sans que les professeurs agissent? Au cycle de Colombey-Murat, Didier Créton est enseignant et médiateur. Avec la direction de l'établissement, il a mis sur pied des projets de prévention et de formation pour renforcer l'empathie chez les élèves. Mais le harcèlement est un phénomène si sournois que la recette miracle n'existe pas. Plus la pression du groupe harceleur est grande, je pense plus le silence est grand aussi chez la victime. Manque de confiance en soi, manque de confiance en l'adulte, peur des représailles, des conséquences futures du fait d'aller se confier. Et je pense que ça contribue à freiner les victimes dans le fait de venir vers nous, ou vers d'autres. Donc vous n'êtes pas dupe, vous savez qu'au fond, la plupart des cas vous échappent. Oui, je pense. Nicolas, par exemple, était passé maître dans l'art de la dissimulation. Ses résultats n'ont jamais varié. Ses profs et ses parents n'y ont vu que du feu. Il lui a fallu 3 ans pour briser le silence, en famille, puis à l'école. Il a alors très mal vécu les tentatives de conciliation et de médiation organisées par les enseignants. J'étais devant eux, devant ce groupe de garçons justement qui me faisaient du mal, et la maîtresse me demandait ce qui se passait, et étant donné que ce groupe de garçons contredisait absolument tout ce que je disais, j'avais l'impression de me faire accuser de mensonge, en fait. Parce que, du coup, la maîtresse, elle demande « Mais c'est vrai, c'est... mais alors, s'ils contredisent, ils sont plusieurs à dire que c'est faux. Comment ça se fait ?» Et puis, on est encore pire. On se sent plus le méchant dans l'histoire. Et il y a un sentiment d'injustice qui est énorme. Et puis, non, ça, c'est terrible. C'est limite humiliant. Et puis Alors que je suis pour les médiations, ouais. Mais dans un cas de figure comme ça, où il n'y en a finalement qu'un des deux qui a envie d'avancer et de trouver un arrangement, l'agresseur, entre guillemets, et puis il est jeune, donc il est campé sur ses positions, donc c'est terrible. Moi, j'ai trouvé que les médiations étaient très difficiles. Ok, action. On y va. Salut princesse. Ça boum Simone. Alors, tu réponds même plus? Pour Nicolas, la situation s'est finalement résolue d'elle-même. Des années de théâtre amateur, notamment, l'ont aidé à se forger une personnalité. Il s'apprête d'ailleurs à jouer son propre rôle dans cette pièce qui sera portée sur scène à Genève, à la fin du mois de janvier. Nicolas, qu'est-ce que ça fait de revivre tout ça à travers le théâtre?
Alors ça fait remonter pas mal de choses un peu difficiles, c'est sûr, mais ça permet aussi de les extérioriser, de les faire sortir un bon coup et de les utiliser pour pouvoir jouer. Utiliser ces émotions qui m'ont fait tant de mal maintenant, mais qui me servent à quelque chose maintenant. Ça te fait du bien? Ça fait beaucoup de bien. À Montaix, Aurélie et sa maman ont eu recours à une intervention insolite. Tu as été à l'école aujourd'hui, Aurélie? Oui, oui. Un mercredi après-midi, elles sont allées frapper aux portes des harceleurs, demandant à rencontrer un à un les enfants et leurs parents. Ce qu'on a obtenu comme réponse dans la plupart des cas, c'est oui, c'est vrai, on l'embête, mais c'est parce qu'on nous a dit que c'était elle qu'on devait embêter en ce moment. J'ai atterri chez une dame qui m'a ouvert la porte et quand je lui ai dit ça, elle a éclaté en sanglots. Et ça me donne encore beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que elle a crié sur son fils en lui disant « Mais comment est-ce possible que tu fasses subir ça aujourd'hui à Aurélie alors que c'était toi, il y a 6 mois, qui a subi la même chose ?» Et elle était outrée et très choquée. Et c'est là, et c'est avec cette visite-là que je me suis rendu compte qu'en fait, alors qui était le meneur occulte, j'en sais rien, mais voilà, ça veut dire qu'ils avaient choisi Aurélie comme ils avaient choisi cet enfant-là 6 mois auparavant, tout simplement. Au final, l'intervention a semble-t-il porté ses fruits et au fil des mois, le harcèlement s'est estompé. Pour Ruben, en revanche, la situation n'est pas encore tout à fait résolue. C'est vrai qu'il passe pas mal de temps derrière les écrans. Mais pourquoi? Parce que derrière un écran, moi, on ne me juge pas. On ne me voit pas, je joue en ligne avec des copains et on ne me juge pas. On va peut-être me juger pour mes compétences dans le jeu, mais on va pas dire tu réussis pas parce que t'es un gros. Pour sa maman, difficile de trouver la bonne attitude. Faut-il agir auprès des profs et des camarades au risque d'empirer la situation ou au contraire rester en retrait? Sans réponse, elle a finalement opté pour une autre solution. J'ai demandé de l'aide à une psychologue, carrément. Donc on a d'abord été suivi par une pédopsychiatre, justement pour l'aider à gérer ses émotions, etc. Ça a porté quand même ses fruits parce que Ruben, après, a été quand même capable de me dire oui, aujourd'hui, je suis triste parce que... ou aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée, chose qu'il n'arrivait plus, tellement il intériorisait tout, tellement il gardait tout. Donc, et puis maintenant, on est passé donc, à un appui avec une psychologue qui est aussi diététicienne par rapport à ce problème de poids. Et on doit demander de l'aide parce que si on ne demande pas de l'aide, on n'y arrive pas. Moi, en tant que parent, moi, je n'y arrivais plus. C'était vraiment trop difficile à gérer. Autrement, les camarades, ça va ces temps? Comme d'hab, quoi. C'est moins pire que l'année dernière, mais ça reste des insultes. Non, franchement, je pense pas. La chance que j'ai, c'est que Ruben ne baisse pas les bras. Il continue à se battre pour avoir toutes ses chances. Il continue à se battre pour que ses moqueries cessent. Il continue à se battre pour qu'on l'écoute, hein, pour qu'il ait sa place aussi. Parce que certains enfants baissent les bras et se laissent complètement aller. Et après, on entend des choses comme s'est suicidé, a essayé de se suicider, etc. Mathéo, 13 ans, quelques semaines avant de se donner la mort. Il y a aussi la discrimination, oui, je le crie fort, j'en ai beaucoup souffert, mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi le racisme, et je t'en passe. Pour résumer, la vie est une lutte, il faut résister. Et la vie à fond. Le rap, le ski de compétition, la plongée et les bons résultats scolaires. Vu de l'extérieur, ce jeune Savoyard rayonnait. Mais à l'école, quelque chose ne tournait pas rond. C'est parti de sa couleur de cheveux. Sa couleur de cheveux, tout bêtement. Ça a été l'élément déclencheur. En fait, c'était l'enfant du diable. Et puis aussi, par rapport à ses taches de rousseur, on l'insultait parce qu'on lui disait qu'une vache lui avait chié sur la figure, tout simplement. Il était né derrière une vache où ton père avait l'habitrouillé. Il a commencé à s'éteindre progressivement, de la 6e à la 4e. Sa joie de vivre commençait à se... Parce qu'il se faisait insulter, il se faisait
Alors au départ, bon, il a essayé de régler ses conflits tout seul, lui-même. Je voyais qu'il y arrivait, donc je n'intervenais pas. Mais au bout d'un moment, il n'y arrivait plus. Donc là, on est intervenu auprès du collège pour essayer de l'aider. Mais je crois que ça a empiré les choses. Une fois, il est revenu avec un traumatisme crânien. On avait fait quand même des certificats médicaux. De notre côté, une fois, il est revenu avec un bon œil au beurre noir en dessous de l'œil. C'était vraiment violent, quoi. C'était plus du harcèlement moral, c'était devenu du harcèlement physique, quoi. Bourg-Saint-Maurice, le théâtre des faits, souligne à quel point le harcèlement n'est pas l'apanage des grands centres urbains. Dans la petite ville savoyarde, Raphaël et Virginie ont tout tenté pour sortir leur fils de l'impasse. En 2011 d'abord, ils déposent plainte à la gendarmerie contre 2 élèves. Au terme d'une conciliation, les agresseurs écopent d'un simple rappel à la loi. De 2011 à 2013, les parents alertent également l'école, à de nombreuses reprises. Je sentais bien qu'on dérangeait, que j'étais une maman qui gâtait trop son fils, j'étais une maman qui était trop sur son fils, enfin j'étais la maman qui dérangeait. Les semaines puis les mois passent et la situation ne cesse de dégénérer. Mathéo est à bout de force. Son papa exige alors un rendez-vous avec le proviseur. Il le reçoit, en compagnie de Mathéo, le matin du 8 février 2013. Le proviseur m'a dit bah oui, vous savez, je suis énormément débordé, j'ai pas assez de surveillants, je peux pas mettre un surveillant à chaque enfant. La seule solution qu'il m'a trouvée, c'était de changer mon enfant de collège, tout simplement. Ça veut dire que le harcelé part et les harceleurs restent dans le collège. Il a dit à Mathéo qu'il n'était pas dans le monde des bisounours. Qu'il fallait être dur et que la vie, c'était un peu comme ça, quoi, tout simplement, quoi. Et Mathéo a été très déçu, quoi. Il est rentré le midi. Voilà, il est rentré le midi, nous on l'a rejoint à la maison. Voilà, on l'a rejoint à la maison. Et il avait mal au ventre, il était pas bien, je pense. Il était vraiment pas bien, là. C'était suite à cet entretien, je pense que ça l'a bouleversé. Donc je lui ai dit, bah, écoute, si t'as mal au ventre, tu vas pas cet après-midi, c'est pas grave. Je téléphonerai, je vais prévenir, tu restes là. Donc on a mangé. Avant de repartir au travail, il s'est couché. On lui a donné ce qu'il fallait pour le ventre. Et puis on est parti travailler. Et en fait, quand je suis revenu du travail, j'ai ouvert la porte. On avait une barre de traction qui était accrochée dans le couloir avec un banc. Quand on allait chercher des petits trucs dans le placard, dans le couloir. Et Mathéo, il était là, pendu à cette barre de traction, les bras ballants, ouais. Les jambes ballants. Et j'ai vu tout de suite, quoi, j'ai vu tout de suite qu'il était pendu, quoi. J'ai ouvert cette porte, j'ai détaché le nœud avec un foulard. Je lui ai fait le massage cardiaque, mais il était froid. J'ai touché s'il avait du pouls. Je fais le bouche à bouche. Mais je savais qu'il était parti, quoi. Les parents de Mathéo ont déposé plainte contre la direction de l'école pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. La procédure suit son cours. Quant au proviseur, quelques mois après les faits, il a, selon la formule consacrée, démissionné de l'Éducation nationale. Juste parce que je suis vous, je souffre de douleur. Alors, à tous ces connards qui m'ont fait chier jusqu'au bout,
Un jour je me vengerai. Ouais, ce qui me fait chier. Je suis là et je suis prêt à vous ridiculiser. Le cas de Matteo n'est pas isolé. D'autres ados sont morts sous le poids des mots. Un détonateur pour l'école qui doit aujourd'hui tout mettre en œuvre pour contenir le phénomène. Car l'enjeu est de taille. La recherche montre que les victimes de harcèlement sont souvent fragilisées à très long terme. Pour Aurélie, Ruben et Nicolas, il s'agit donc désormais de s'affranchir de cette expérience de souffre-douleur et de se construire un avenir. J'essaye quand je me fais insulter de pas trop réagir, mais c'est compliqué. Je suis quelqu'un quand même qui a un tempérament qui réagit pas mal, donc ouais. C'est vrai qu'il faut essayer de dire que c'est des mots et puis que ça nous passe par la tête, qu'on sait nous-mêmes ce qu'on vaut. Et puis essayer de passer par-dessus, parce qu'autrement on peut pas... On pourra pas jamais... Si on se laisse submerger par ce que les gens disent, enfin, on n'avancera pas.